Bonjour à tous, bonjour les passionnés, comme dit Yo38, bonjour, bonjour à tous, bonjour Poupoule, bonjour Brise Rêve, bonjour Lorraine, bonjour Eric qui est avec nous, salut Alice, salut Astrelips, bonjour Cygnus, et évidemment bonjour à notre invitée Héloïse Stevens. Bonjour Héloïse. Bonjour, comment ça va? Eh ben écoute, nous J'espère ça que tu va. es plus réveillé que moi. Alors oui, nous on est réveillés depuis un bout de temps. Alors on va reparler de cette petite remarque effectivement tout à l'heure. Salut Mililuge, bonjour Minus. Alors Minus, c'est Adrien, c'est mon collègue médiateur scientifique aussi au planétarium de Vaux-en-Velin, qui lui va animer un petit peu le chat pendant qu'on discute. Salut Space Calling, Yoda Aragorn et Jojo. Voilà, ça y est, tout le monde est là, tout le monde arrive petit à petit. Salut Christine. On se retrouve donc une nouvelle fois pour cet Astronomer at Home, comme tous les lundis, comme certainement un certain nombre de lundis qui vont continuer, je pense encore, tant que la situation impose au planétarium de fermer. Voilà. Je vous rappelle donc qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour une émission spéciale sur le thème des supernovas. Voilà, commencez à préparer un petit peu vos questions. Et donc j'ai le grand plaisir de recevoir Héloïse. Alors Héloïse, tu sais que on établit un record aujourd'hui, puisque je pense qu'il sera difficile de faire une communication plus distante que pour nous, étant Ah, donné je sais pas si tu trouves quelqu'un sur la Lune, peut-être. sur la Lune, peut-être. Voilà. On verra avec Thomas Pesquet s'il peut nous faire ce plaisir dans les prochaines semaines. Puisque effectivement, donc toi, tu es astrophysicienne, tu es postdoc et tu travailles donc à l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, de l'autre côté de la Terre par rapport à nous, c'est ça? Exactement. Et là, il est quasiment 6 heures pile du matin. Voilà, on Je a, suis fatiguée. J'ai bu mon café, donc ça devrait aller, il n'y a pas de problème. Mais oui. on a effectivement 12 heures de décalage horaire, pile poil, donc 6 heures chez nous l'après-midi, 6 heures chez toi le matin. Voilà. Ouais. Et oui, c'est l'été là-bas, les gens dans le chat. Et oui, c'est l'été. C'est juillet, en fait. C'est les vacances de juillet. Il fait très bon. Donc il fait beau, il fait chaud. Ah, Alice me dit que le titre n'a pas été changé. Je changerai tout ça, Alice, en cours de live tout à l'heure. Merci de me l'avoir fait remarquer, effectivement. On va changer le titre du stream. Donc si ça te va, Héloïse, bah, je vais te laisser un peu te présenter, un peu comme on fait à chaque fois, d'où tu viens, comment est-ce que tu en es arrivé à aller au pays de Frodon, voilà, et puis commencer à nous parler un petit peu du thème du sujet dont on va parler, et puis évidemment donc le chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a 1 heure ensemble pour en discuter. Héloïse, je te laisse la parole. Merci Pierre. Eh bien, moi, bon, je suis franco-française, née en France, tout ça. Du coup, comment est-ce que je me retrouve dans un pays anglo-saxon de l'autre côté de la Terre? C'est un peu compliqué. Donc, quand j'avais 18 ans, je suis partie en Angleterre pour faire mes études. J'ai commencé à regarder les universités anglaises quand j'étais au lycée. Juste parce que j'avais envie d'un milieu universitaire anglo-saxon pour la science, la recherche, parce que la science est en anglais. Et du coup, si tu vis dans le pays, c'est vachement plus facile d'apprendre la langue. Ce qui est tout à fait vrai, je suis complètement fluent maintenant. Euh, et du coup, je suis partie en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, à Sheffield, si les gens connaissent. Vous connaîtrez pas, mais c'est pas grave. C'est une ville très sympathique. euh, à l'âge de 18 ans. J'ai fait un master euh, intégré, donc c'est un programme où tu fais un master en 4 ans en fait. Donc au lieu de faire 3 ans de licence et puis d'après de choisir ton master 1, master 2, tout ça, c'est un truc qui se fait en 4 ans, c'est spécialisé et c'était spécialisé en physique et en astronomie. La fac de Sheffield a un département d'astronomie qui est relativement extensif. C'est pas le plus gros de l'Angleterre, évidemment, mais il est relativement varié et large. Et du coup, il y a plein de super cours d'astronomie
que tu peux prendre quand tu es en licence et puis après en master. Tu Donc savais pour mon déjà master, tu savais déjà parler anglais à ce moment-là ou tu as appris vraiment la langue en même temps que tu prenais tes cours? alors, un peu des 2. Ouais, Donc, je parlais anglais plutôt bien. J'avais un pote anglais quand j'étais ado et du coup, je parlais anglais régulièrement, sur chat principalement. Donc, mon anglais, écrit et ma lecture était très bonne, était quasiment bilingue. Mais, à l'oral, c'est très difficile, c'était très difficile, et puis surtout que le nord de l'Angleterre a un accent. Donc c'est un peu comme si un Anglais se retrouvait à Marseille, tranquille, en essayant d'apprendre non seulement l'accent, mais la mais la physique langue, et tout. Donc d'accord. donc c'était un peu chaud, c'était très, 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 très chaud au début. Mais bon, quand tu as pas le choix, tu apprends, voilà. Hem Et donc, voilà, donc, pour mon master, j'ai fait un truc un peu spécial et c'est pour ça que j'ai choisi la fac de Sheffield parce que quand je suis allée voir les facs en Angleterre, la fac de Sheffield m'a dit: «Oh, on a ce programme pour les très bons étudiants, là, 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 on a un ou 2 étudiants en année de master qui, peuvent aller, pendant un an sur l'île de La Palma, qui est, une des îles Canaries, pour bosser à l'observatoire là-bas». Et je me suis dit: «Ah, c'est super ce truc, j'ai trop envie de faire ça, là, là, là. Et puis si je fais ça, ça va être vachement plus facile d'obtenir une place de doctorat». Tu vois, à l'âge de 17 ans, un truc comme ça. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai réussi à entrer dans ce programme. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai passé mon année de 2014-2015 à La Palma. J'étais astronomeur de support, donc c'est un astronome ou une astronome qui aide les visiteurs, les astronomes visiteurs. Donc, un, si tu as une semaine à passer au télescope pour prendre tes données, mais que tu sais pas trop comment le télescope il marche, tout ça, tu n'as pas le temps de lire le manuel et puis de prendre tes données. Du coup, il y a quelqu'un qui bosse là-bas, qui est avec toi, qui t'aide à faire marcher le truc. Comme ça, tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis après, bah, je suis retournée à Sheffield pour faire mon doctorat. Et donc ça, c'était en 2015. Je suis retournée à Sheffield et j'ai commencé mon doctorat sur les supernovas, en particulier sur la forme géométrique en 3D des supernovas pour mieux comprendre tout ça. En gros, le résumé, c'est qu'elles ne sont pas sphériques. On Voilà, va c'est en tout. parler. Elles sont pas. On peut en parler un petit peu. Euh, et puis après ça, j'ai fini mon doctorat en 2019. Donc j'ai passé mon oral, parce que l'examen est oral, en avril 2019. Mais j'ai réussi à choper ce postdoc en février, début mars, un truc comme ça, avec JJ, ma boss, et ma chef. Et puis, je suis partie en Nouvelle-Zélande en juillet 2019. Donc, ça fait 1 an et demi que je suis là et il me reste 1 an et demi ici. Et en ce moment, je suis. Bon, en fait, je fais un peu de tout. C'est un peu le Capharnaüm. Mais l'objectif principal du truc que je fais maintenant, c'est de mieux comprendre les kilonovas, dont on pourra aussi parler. D'ailleurs, c'est une transition magnifique, parce que je peux expliquer ce que sont les supernovas et les kilonovas, et tout ce joli monde. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est une supernova? Qu'est-ce que c'est une kilonova? Pourquoi il y a ce mot Ah, nova dedans? et- Eh ben, commençons par là. euh, Donc, une nova, pardon, je ne sais pas si tu voulais essayer de me dire un truc, Pas, Pierre. non, pas de souci, excuse-moi. Comme je te voyais parti dans ton truc, c'était super. Juste pour signaler que dans le chat, on a déjà des petites réactions. Donc, on a Eric38. Alors, je signale à tout le monde que Eric, c'est Eric Levin, qui est planétologue à Grenoble. Et c'est lui qu'on aurait dû avoir la semaine dernière. Voilà, c'est lui qui a eu un petit souci. Ah, Et donc, c'est lui qu'on retrouvera la semaine prochaine. Voilà, et qui viendra nous parler de formidable. Mars et des météorites et qui disait marrant de penser que vous les kiwis vous êtes moins loin que le chemin qu'il faut prendre pour aller vous voir. C'est vrai qu'à distance en partant du centre de la Terre, vous êtes plus près que le tour que nous on doit faire pour aller chez vous. Ouais. Et même par avion, parce que les avions ne vont pas en ligne droite, parce qu'il n'y a aucun avion sur Terre qui puisse faire la distance Paris-Auckland ou Londres-Auckland. Tu es obligé de faire un arrêt. Tu ne peux pas faire cette distance dans un avion
Et du coup, et ben, il faut faire des détours un peu dégueux. D'accord. Et bah d'ailleurs, c'est logique que Eric soit astronome parce que il répondait aux supernovas et il me dit axis symétrique alors? Et il sait très bien, Voilà, il sait un peu de quoi il parle. On pourra peut-être en reparler, je, je il pense. pourra poser des questions, tout ça. Et, Euh, et puis, juste pour terminer, tu fais rêver Alice Thomas, qui dit c'est trop bien, best métier quand tu parlais de ce que tu faisais à La Palma. Et je pense ah, que ça fait rêver aussi pas mal de personnes. Donc c'est vraiment très, très intéressant de pouvoir parler aussi des parcours. Merci à toi. ouais. Allez, Ah, parle-nous un peu de ces étoiles qui pètent. ces étoiles qui pètent. Alors, donc, on va parler vite fait de la nomenclature parce que c'est un peu dégueu. Enfin, c'est pas dégueu, mais c'est un peu bizarre. Donc, Mhm. les novas, et puis ça nous fait parler un peu d'histoire. Donc, les novas, nova, ça veut juste dire nouveau en latin, hein, c'est tout. Ce sont des nouvelles étoiles, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des étoiles, ce sont des explosions d'étoiles. Voilà, nouvelles étoiles. Le truc, c'est que tout ce qui était. C'est juste, tu regardes le ciel, un astronome regarde le ciel, un astronome qui connaît très bien le ciel de la nuit, ce n'est pas mon cas. Je ne connais pas mes constellations, du coup, s'il y a une nouvelle étoile dans le ciel, je m'en rendrai même pas compte. Mais les astronomes du Moyen-Âge de la Renaissance connaissaient très bien leur ciel. Et du coup, il y a des gars comme Tycho Brahe, tout ça. Il regarde le ciel, ah bah il y a un truc qui était pas là hier, dis donc. Et bah c'est une nouvelle étoile, faut l'étudier, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le truc, c'est que jusqu'à il y a à peu près 100 ans, les gens ne savaient pas qu'il y avait d'autres galaxies dans l'univers. Du coup, toutes ces nouvelles étoiles, c'était considéré comme étant de notre galaxie. Enfin, il n'y avait même pas cette idée qu'il y avait d'autres galaxies. Et puis, dans les années 30, un truc comme ça, Hubble s'est rendu compte qu'il y avait d'autres galaxies, que ces nébuleuses un peu bizarres sur les photos, et bah, elles étaient vachement plus loin que les gens pensaient. Et du coup, ça a un peu séparé les novas en différentes catégories, parce qu'il y en avait qui étaient proches et il y en avait qui étaient vachement plus loin que ce qu'on pensait. Du coup, si elles sont vachement plus loin, elles doivent être vachement plus brillantes. Et du coup, tu as les novas et tu as les supernovas, les novas qui sont super brillantes. Voilà. Donc le nom est venu avant qu'on sache la différence entre les deux catégories, ce qui est très commun en astronomie. C'est pour ça que des fois, les nomenclatures sont un peu caca, parce que les gens, ils voient des trucs qui se ressemblent pas ou qui se ressemblent, et ils mettent ça dans le même panier, et puis au final, c'est pas la même chose. Et du coup, c'est un peu problématique. On, Mais c'est comme ça, c'est une science où tout ce que tu peux faire, c'est observer et puis après faire des déductions. On n'a pas de laboratoire sur Terre, ou très peu, qui puisse vraiment nous aider en astronomie, parce que c'est pas du tout les mêmes conditions. on citera Voilà, par donc les exemple. Pardon, vas-y, je te ouais. laisse finir. Non, bah, par Non, non, exemple, en termes de nomenclature un peu dégueu, on a par exemple les nébuleuses planétaires, qui sont voilà. des petites étoiles en fin de vie, qui ne sont ni des nébuleuses et qui n'ont rien à voir avec les planètes. Voilà. Voilà. Donc des jolis Ouais. noms pour tromper tout le monde. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des étoiles qui s'appellent Wolf-Rayet, qui sont nommés après deux gars. Cette classification, elle est complètement observationnelle. Alors, je ne sais pas si c'est le mot français, mais Si, bon, si. on comprend. Euh, Ça a à voir avec leur spectre de lumière. Et à la base, les Wolf-Rayet classiques, c'est des étoiles massives qui sont vers la fin de leur vie, qui ont fait plein de trucs, qui ont perdu vachement de masse, qui ont des vents stellaires très très forts, tout ça, du coup, elles sont bizarres. Le truc, c'est que ce type de spectre peut aussi se voir sur des étoiles moins massives, euh, euh, comme le Soleil, ou un peu plus massives que ça, qui sont aussi en fin de vie, qui forment les nébuleuses planétaires. Et du coup, elles sont aussi classifiées comme Wolf-Rayet, alors que c'est pas du tout les Wolf-Rayet classiques. Et du coup, t'es forcé d'avoir cette classification chelou où tu as les Wolf-Rayet classiques, donc les normales, et puis tout ce qui est à côté qui est ouais, ça ressemble, mais bon, C'est voilà. pas ça. D'accord, ça marche. Voilà. Euh, donc qu'est-ce que je disais? Donc on Oui, est. donc
qu'est-ce que la différence entre les novas et les supernovas quelle est la différence de phénomène? Parce que vraiment, il faut savoir que c'est pas ce à quoi ça ressemble, c'est quoi la différence de phénomène? Donc, les supernovas, ce sont des explosions que j'appelle terminales. Terminal explosions, c'est comme ça que je les appelle. C'est des explosions qui vont tuer ton étoile. Donc, elles vont peut-être laisser derrière une autre étoile, mais elles vont tuer l'étoile de base qui a explosé. Alors que les novas, pas du tout. Les novas, c'est un système qui est forcément binaire. Donc, tu as une naine blanche qui est ce qui reste après qu'une étoile comme le Soleil soit morte. Donc, tu as une naine blanche, et puis à côté, tu as une autre étoile. Elle a une copine, et voilà, on a un très bel exemple là. Donc, la copine, elle est un peu trop proche. Du coup, la gravité de la naine blanche aspire le matériel de son étoile, Voisine. de sa compagne, et ça s'amasse autour de la naine blanche. Le truc, c'est que après un certain moment, quand il y a trop de masse autour de la naine blanche, et bah ce matériel, qui est principalement de l'hydrogène, c'est juste de l'hydrogène très compressé, commence à brûler et brûle de façon explosive. Et du coup, ça explose, ça fait s'illuminer le système, et ça te donne une nova. Maintenant, pour les novas, le truc qui explose, c'est seulement le matériel autour de la naine blanche. C'est juste ça qui explose, et du coup, la naine blanche reste derrière, et puis des fois, elle commence à reprendre du matériel de sa copine, et ça peut re-exploser. Le truc, c'est que si le système est un peu différent et qu'il y a trop d'hydrogène, il y a trop de matériel qui s'est mis sur la naine blanche, et qu'elle passe au-dessus d'une certaine masse, qui est 1,44 fois la masse du Soleil, et bah ça va exploser et faire une supernova. En tout cas, un type spécifique de supernova, les supernovas thermonucléaires. Et ça va complètement tuer la naine blanche. Ça va faire plein de fer et d'éléments aussi lourds que le fer. Et c'est d'ailleurs de là que vient la plupart du fer dans l'univers. Parce que la plupart des éléments autour de nous, c'était ça qui est écrit dans le titre, dans le petit résumé que j'avais envoyé, et bah ça n'a pas été créé dès le début de l'univers. C'est les étoiles qui sont les usines qui fabriquent les trucs dont nous sommes faits, dont les planètes sont faites, tout ça. Voilà. Et les gâteaux au chocolat, puisque tu avais un peu Et les teasé gâteaux au chocolat. Et voilà, faut pas oublier les gâteaux au chocolat. qui viennent aussi de là. D'accord. Donc, on a la nova qui est une explosion de surface de la naine blanche, et un Voilà, type de supernova qui est l'explosion définitive de cette naine de blanche, la exactement. qui va d'ailleurs faire un petit peu de mal à l'étoile voisine, j'imagine. Oui, oui, ça peut faire mal à l'étoile voisine, ça peut faire plein de trucs. Des fois, c'est pas une étoile comme ça qui est bien jolie et comme le Soleil. Des fois, c'est une autre naine blanche. Elles sont en orbite l'une autour de l'autre, et puis elles collide, Elle elles collisionne, fusionnent, bref, fusionne. et ça les fait exploser. Voilà. D'accord. Mais ça, ce n'est qu'un type de supernova, hein. Moi et puis c'est des supernovas qui viennent d'étoiles qui sont pas, donc pas massives entre guillemets. Alors c'est une bonne idée de définir ce qu'on veut dire quand on dit étoile massive et puis étoile pas massive. Les étoiles massives, en général, c'est autour de 8 fois la masse du Soleil ou plus. Donc au-dessus de 8 fois la masse du Soleil, c'est ce qu'on considère une étoile massive. La raison pour laquelle on fait cette distinction, c'est que la masse d'une étoile, c'est ce qui détermine comment elle va vivre sa vie et comment elle va mourir. Il y a quelques autres paramètres qui jouent un jeu, qui jouent un rôle, mais le déterminant principal de la vie d'une étoile et de sa mort, c'est sa masse. Donc les étoiles massives, c'est plus mon domaine. Et c'est elles qui font la plupart des supernovas, en vrai. Donc les étoiles massives qui partent en supernova, c'est quand elles atteignent la fin de leur vie. Donc à la fin de leur vie,
ces étoiles massives, leur cœur est complètement fait de fer. Donc tous les éléments entre hydrogène et fer ont été utilisés comme fuel. Ah, pardon, donc je vais finir cette question, après je te réponds, Scrultive. Scrultivy. Donc, les forment de nouveaux éléments avec la fusion, dans leur cœur. Donc, hydrogène, hydrogène, ça fait de l'hélium. Hélium, 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 ça fait du carbone. Et puis après, quand tu n'as plus d'hydrogène dans le cœur, tu passes à hélium pour le fuel. Quand tu n'as plus d'hélium dans le cœur, tu passes au carbone pour te servir de fuel. Et puis après, tu fais ça jusqu'à ce que tu arrives au fer. Le problème, c'est que le fer, ça ne peut pas servir de fuel. C'est un très mauvais fuel. Ça ne donne pas d'énergie. Ça prend de l'énergie, ce qui est quand même dommage. Et du coup, ça veut dire que l'étoile ne peut plus se soutenir contre son immense gravité. Et du coup, le cœur de l'étoile s'effondre sur lui-même complètement. Donc, en moins d'un quart de seconde, tout ce joli monde, ces protons, ces neutrons, ces électrons, sont coincés ensemble. Les protons et les électrons sont forcés à se fusionner, ils forment des neutrons, et du coup, tu te retrouves au cœur de l'étoile avec une espèce de boule de neutrons, une étoile à neutrons, et le reste de l'étoile explose en supernova. Donc si le cœur de l'étoile est trop lourd, des fois tu peux te retrouver avec un trou noir au lieu de l'étoile à neutrons. Le trou noir, c'est l'étape ultime. Dans les trucs denses et lourds dans l'univers, tu as la naine blanche, l'étoile à neutrons, le trou noir, et puis c'est tout. Donc voilà. Et voilà. Et ces supernovas, elles font principalement des éléments de masse intermédiaire. Elles font plein de trucs comme l'oxygène, Na. Sodium? Bref, voilà. Tout ça. Voilà. D'accord. Donc attends, j'ai perdu une question. J'ai une question. Scrutiny me dit si deux supernovas se rencontrent, ça crée pas un trou noir. Donc les supernovas vont pas se rencontrer elles-mêmes, c'est une explosion. Voilà. Donc des fois, tu as deux étoiles qui sont ensemble, qui vont toutes les deux finir en supernova. Mais en général pas au même moment, parce que la supernova c'est un truc d'un instant, hein. Ça dure enfin l'explosion est très rapide, et puis le truc dure quelques semaines, quelques mois. Sur l'échelle de l'univers, c'est très très rapide. Mais vu que la supernova crée des trous noirs, si tu as deux étoiles massives qui sont suffisamment massives, qui deviennent des supernovas, qui laissent des trous noirs derrière, si les supernovas n'ont pas donné assez d'énergie pour complètement tuer le système binaire, ce qui peut arriver, tu sais, parce que les explosions ne sont pas symétriques. Oh, on revient sur mon sujet de thèse. Ne sont pas symétriques, et du coup, des fois, ton étoile à neutrons noir, c'est un peu comme une fronde, tu vois, et il se fait envoyer à travers la galaxie. Mais si les trous restent ensemble, restent copines, restent copains, et éventuellement ils peuvent se fusionner, et puis tu te retrouves avec des ondes gravitationnelles. Donc on n'a pas de supernova qui se rencontrent, par contre on peut avoir des astres qui se rencontrent et qui forment des supernovas, ou des résidus de supernova qui se rencontrent et qui fusionnent eux-mêmes. C'est ça? J'ai pas entendu la fin de ta dernière phrase. Pardon, je disais, on n'a pas deux supernovas qui se rencontrent, par contre on peut avoir des astres qui se rencontrent pour faire une supernova, ou alors des résidus de supernova qui se rencontrent après pour fusionner ensemble. Oui, et donc les résidus de supernova, ce qui est vachement bien, c'est que ça enrichit l'univers. D'ailleurs, attends, puisqu'on parle des supernovas, montre la photo du crabe, parce qu'elle est vachement bien, cette photo. Je vais te expliquer un petit peu. Voici. Non, ça c'est le système binaire. Non, t'as du retard. Oh, oui, pardon, il y avait un peu de lag. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Je sais pas si tu peux zoomer un tout petit peu. Alors, je peux essayer. Hop. Donc ça, c'est une vraie photo. Ça te va voilà. Un peu plus haut, parce que ça, c'est les composants. Tu voulais voir ça? Je voulais voir
Voilà, c'est ça. l'é- l'é- Formidable, formidable. l'étoile à neutrons, attends, bouge pas. Hop, Voilà, l'étoile au voilà, comme neutron, ça. c'est ça. Voilà, donc cette image, vous pouvez voir qu'il y a au milieu cette espèce de truc violet. On dirait euh, une spirale et tout. Ce n'est pas une image de synthèse, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça dans Photoshop, c'est pas une image d'artiste, c'est une vraie image. C'est une vraie image prise avec des télescopes, plein de télescopes différents. Il y a 5 euh, images différentes avec je sais pas comment ça se dit en français, mais des types de lumière différents. Donc il y a il y a il y a les images visuelles, il y a l'infrared, il y a le infrarouge, pardon, oh là là, les ultraviolets, tout ça, tout ça. Justement, on a Et, Laviante et les couleurs, qui demandait ouais. coucou, les couleurs sont représentatives de la chose. Oui, 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 les couleurs sont représentatives. Donc, il y a plein de gens qui me demandent ou qui me disent sur Twitter, oh oui, mais les couleurs, elles sont pas vraies, là, là, là. Les couleurs, elles sont vraies. C'est juste qu'on on, on représente des types de lumière que nos yeux ne peuvent pas voir avec des couleurs que nous, on peut voir. Voilà, c'est juste pour nous laisser visualiser un truc qui est vraiment là, qui est physiquement, qui existe, mais que nos sens ne peuvent pas voir. On a créé des technologies super compliqué, super avancé, tout ça, pour pouvoir observer ces trucs-là. Et c'est vrai, ce sont des trucs qui sont vraiment dans l'espace. Donc le truc violet, ce sont les rayons X. Et donc le point au milieu, c'est le pulsar qui forme un jet, et puis il tourne très très vite. C'est pour ça qu'il y a cette sorte de spirale. Et puis les filaments autour qui sont vert, orange, tout ça, c'est les entrailles de l'étoile, c'est ce qui reste. C'est vraiment magnifique. Et donc, je crois que le crabe a plus de 1000 Si, ans, un truc comme ça. si tu permets, je suis allé chercher la petite image. Je vais mettre juste l'image quand on regarde ce résidu de supernova uniquement avec les rayons X. Et du coup, comme ça, ça illustrera Ouais, ce que tu très nous bonne idée. montrais. Voilà, il est ici. Hop, je vais l'agrandir un peu. Oh, Voilà, donc là qu'est-ce on qu'elle le. est belle cette image. Voilà, je l'adore Et aussi. donc, les rayons X, c'est très difficile à observer parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup de photons. J'ai un pote qui, fait, qui a fait des rayons X pendant 20-30 ans. Il a fait toute sa carrière dessus. Et il m'a raconté des trucs genre je connais des gens qui ont fait leur thèse sur 11 photons, là, 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 tout ça. Et le truc avec le crabe, c'est que c'est la source la plus brillante dans les rayons X du ciel. Et il me disait que les gens utilisaient le crabe comme unité. Donc il disait ah oui, cette étoile ou cette région, c'est 10 millicrabes, tu vois, des trucs comme ça. Et, Donc voilà, donc ça c'est les rayons X purs, c'est et, magique, et donc c'est là, est-ce que magique. tu peux nous expliquer du coup l'image? Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? Voilà, donc au milieu il y a le point brillant, ça c'est le pulsar, voilà, qui est une étoile. Le pulsar c'est une étoile à neutrons qui est sous kétamine, hein. C'est une étoile à neutrons, mais plus, hein. Donc elle tourne très 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 vite, très 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 vite, et elle lance un jet. Et d'ailleurs, on voit une partie du jet on dirait qu'elle coule, c'est bizarre, mais enfin tout n'est pas droit dans l'univers. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut imaginer ça en 3D, évidemment. Là, on a une géométrie en 3D qui est aplatie. Donc, on a ce disque qui, normalement, est rond, mais comme on le voit à un certain angle, et bah, on dirait ça forme une ellipse. Donc, il y a cette espèce de disque qui est formé par la rotation du pulsar. Et le jet est à 90 degrés. Donc, le disque, s'il est comme ça, le jet sort D'accord. comme ça. Et on voit mieux une partie du jet, la partie en bas à gauche, on la Voilà. voit mieux que. Mais il y a un autre jet Voilà. en haut à droite aussi, hein, c'est Oui, oui, polaire. oui. Bon, en tout cas, je pense. Ouais, Voilà. d'accord. Eric demande notre soleil, il fait combien d'octocrabes? Ah, il joue avec les unités en plus. Je sais pas. Ça va pas faire Le truc, beaucoup. c'est que le truc, c'est que tous les trucs qui brillent, techniquement, brillent aussi brillent dans Longueur d'onde. toutes les fréquences de la lumière. Donc, techniquement, le soleil voit
envoie des rayons X, et puis techniquement, vous aussi. Nous envoyons tellement tous des rayons X, techniquement. Alors, je sais pas si ça peut se mesurer, je pense pas, mais bon, voilà, c'est la théorie, la pratique. Et en banane. Eh ben, Ah, les gens qui on fera des calculs, on essaiera de calculer ça, Alice, un jour Ouais, plus il tard, faudrait que je mette une banane sur l'image pour voir ce que ça donne, pour voir la taille, tu sais, pour pour avoir une l'échelle. idée. Tiens, d'ailleurs, on voit que le soleil est en train de se lever derrière toi, non? Parce que dès que Oh tu là bouges la là! tête, voilà, ça y est, on a le soleil qui Ah, se lève. désolée. Non, non, pas de souci, au Ah, contraire, c'est très joli. ça me Et fait rire. donc là, on retourne sur cette image où là, on a à la fois la partie mesurée en rayon X que l'on retrouve, hein, qui est dessinée cette fois-ci en Voilà, violet, qui est au et puis centre. ensuite, on a d'autres informations parce que on a les informations qui sont prises en rayon X, mais aussi en ultraviolet, en lumière visible, en infrarouge, et donc ça nous permet d'avoir toutes les couches différentes de cette matière en expansion, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc c'est une supernova, c'est un supernova remnant, je sais pas comment ça se dit, Un rémanent de supernova. voilà. Donc et donc c'est ce qu'on a, quelques semaines, quelques semaines, des centaines d'années celle-là, après l'explosion. Mais si on regarde une supernova, quand elle vient d'exploser, tu peux montrer, 94D, Oui. et bah, c'est pas du tout ça. C'est quand même très intéressant et hem, très impressionnant. Donc la supernova, là, quand même, on la voit. Encore une fois, ce n'est pas une image de synthèse, ce n'est pas une image d'artiste, c'est une vraie image, ça. C'est quand même très beau. On voit la supernova qui est d'ailleurs une supernova thermonucléaire, celle-là. Donc le CRAP, c'est une supernova qui vient des étoiles massives. C'est une core collapse, c'est comme ça qu'elle s'appelle en anglais. Mais celle-là, c'est une qui vient des naines blanches. Et comme vous voyez, et ben, la supernova, elle est le centre de la galaxie. Alors, Et ça, c'est pas une retouche, c'est vraiment que les supernovas sont super brillantes, surtout les thermonucléaires. Elles peuvent être plus brillantes que leur galaxie pendant les quelques semaines au début de enfin après leur explosion. excuse-moi, ça a Euh, coupé au moment où tu disais que la supernova était plus brillante que le cœur de la galaxie. C'est pour ça que je me permets de le répéter, parce que nous aussi, de notre côté, on a parfois des trous dans ce que tu dis. Pas de problème, pas de problème. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que pour les supernovas, la lumière, ce n'est qu'une toute petite partie de l'énergie qu'elles envoient dans l'univers. C'est un dixième de l'énergie kinétique, donc de l'énergie qu'elle donne aux couches de l'étoile qui vient de mourir pour les accélérer à travers l'espace. Et du coup, tu te retrouves avec du matériel qui bouge à travers une galaxie, à travers l'espace, à 10 000 km par seconde. Quoi. Et quand je dis 10 000 km par seconde, c'est pas je t'ai donné le chiffre le plus haut qu'on ait jamais trouvé. Non, 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 10 000 km par seconde, C'est c'est classique. mémé, quoi. C'est tranquille. Hein. On a vu des trucs à 30 000, 40 000, 50 000 km par seconde. C'est facile, tu vois. Donc c'est vraiment incroyable. D'accord. Ah, Euh, donc on, voilà, mon premier amour, les supernovas. on a justement Skrull TV qui demande combien de temps se passe-t-il entre deux supernovas qui se créent? Oh, qu'est-ce que c'est bien comme question ça. Donc les supernovas, comme elles viennent des étoiles, bon, la plupart viennent des étoiles massives qui sont déjà très rares. Il faut le noter. Les étoiles massives sont vachement plus rares que les étoiles comme le Soleil ou plus légères que le Soleil. Et du coup, les supernovas vont être aussi très rares. Le truc, c'est qu'il y a plein de galaxies. Il y a plein de galaxies dans l'univers et comme elles sont très brillantes, et ben, on peut voir de très loin. Donc ça veut dire qu'on trouve plein de supernovas toutes les nuits en fait. Je crois qu'en 2019, j'ai regardé le Transit Name Server. C'est un site qui a toutes les données de tous les transients, les phénomènes transients. Donc ça n'inclut pas que les supernovas, c'est plein d'autres trucs. Mais je crois qu'on a trouvé 25 000 supernovas en 2019, quelque chose comme ça.
Maintenant, dans une seule galaxie, c'est c'est un peu différent parce qu'évidemment, il y a moins d'étoiles que dans l'univers, forcément. Une galaxie comme la Voie lactée, dans laquelle on est, c'est deux supernovas par centenaire à peu près. Donc c'est pas tout le 4 matins. Et d'ailleurs, dans la Voie lactée, c'est encore plus difficile de voir les supernovas parce qu'il faut se dire qu'on est dedans. Donc c'est une des galaxies les plus difficiles à observer pour nous parce que, bon, notre voisinage, c'est sympathique, mais le truc, c'est que les trucs qui sont de l'autre côté de la galaxie, et bah, il y a un écran de gaz, de poussière, tout ça, et on peut pas voir à travers. Du coup, s'il y a une supernova qui explose, pardon, de l'autre côté de la galaxie, on la verra pas de toute façon. Je crois que la dernière supernova galactique, pas trop loin de chez nous, elle était dans les années 1800 et on l'a pas vue. Et la dernière supernova qu'on a vue, c'était 1604, un truc comme ça, dans notre galaxie. Après, il y avait eu 1987. En 1987, il y a une supernova qui a explosé dans le nuage de Magellan, le gros nuage de Magellan. Et celle-là, elle a été observée parce que bah, y a quelqu'un qui est sorti qui a dit ah bah c'était pas là hier, et puis après tout le monde a pris son télescope et l'a observé, et c'est une des supernovas les plus étudiées bah, de l'humanité, quoi. Donc, Du voilà. coup, je vais te mettre 1987A, que je suis allé chercher pendant que tu en parlais, Très bien, elle est magique histoire qu'on celle-là. puisse savoir, parce qu'en plus, ouais, elle est vraiment très très belle. Hop, elle se trouve ici. Voilà, Oh, qu'elle est belle. je vais l'agrandir un petit Donc, peu. Voilà. Hop, je peux parler un peu de cette formation là. je t'en prie, je t'en Donc, prie. il y a ces anneaux qu'on voit, et en fait, c'est parce que, bah, évidemment, encore une fois, c'est une image en 3D qui a été aplatie, et du coup, tout n'est pas ce qu'il semble. Donc, je vais prendre ma. Voilà, alors, on le fait en live. Donc, si on imagine cette brosse, et que au cœur de cette brosse, la supernova a explosé. Donc la supernova n'est pas symétrique, n'est pas sphérique, et en général, elles ont, comme Eric disait, euh, euh, des caractéristiques axisymétriques. Donc axisymétrique, c'est que au lieu d'être sphériques, elles ont une symétrie autour d'un axe. Donc on peut imaginer que c'est cet axe dans ce cas-là. Donc, si tu imagines que 89A a explosé à cet endroit-là, après, il y a eu le nuage de l'éjecta qui s'est étendu, mais ça a interagi avec les trucs, avec du matériel autour de la supernova, et ça a formé ces anneaux. Donc, si on imagine que l'anneau du milieu, le très brillant, il est là, et bah, l'anneau du dessus, il est là, il est plus large, et l'anneau du dessous, il est en bas. Voilà. Mais si tu tournes ça comme ça, et que tu aplatis le tout, et bah, tu vas voir un gros anneau là, un anneau là, chevauche, et c'est ça qu'on voit là, tu vois. C'est juste que l'orientation, elle est pas, bah, elle est ce qu'elle est, quoi. D'accord. Et du coup, alors j'ai Calpionel qui pose une question un peu générale, mais je te la fais remonter quand même, Très bien. qui demande pourquoi l'univers est-il si inhomogène? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même quantité de matière partout? Pourquoi est-ce que j'ai une petite étoile d'un côté et une grosse supernova, une grosse étoile massive plus loin? Bah, en fait, sur l'échelle de l'univers, c'est très intéressant. Ça, c'est la différence entre la cosmologie et et, euh, c'est et les trucs stellaires, parce qu'on n'est pas du tout sur la même échelle, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu dans des trucs précédents le euh, Cosmic Microwave Background, le Le CMB. rayonnement de fond cosmologique. Très bien, merci. C'est cette carte avec les points rouges et bleus qui montrent des variations de température. Ces variations sont très petites, sont minuscules. Et du coup, sur l'échelle de l'univers est en fait très très homogène. D'ailleurs, on dit qu'il est homogène et isotropique. Donc, quel que soit l'angle, la direction dans laquelle tu regardes, l'univers est pas toujours pareil.
pardon, alors là, le soleil, c'est problématique. Je vais Donc, bouger. pendant que tu te déplaces, donc je résume, à l'échelle de l'univers, l'univers est considéré comme vraiment très homogène. Par contre, quand on zoome dans une petite région d'univers, genre dans une galaxie, bah là effectivement c'est homogène puisque tu as des étoiles à certains endroits et du vide ailleurs. Voilà. C'est un peu comme si on reprend l'idée du gâteau au chocolat. Si tu manges un gâteau au chocolat, bah, c'est juste de la mie de gâteau au chocolat, c'est tout pareil. Mais si tu prenais un microscope, et bah, tu aurais des molécules différentes à des endroits différents, tout ça, et tu pourrais te dire, ah bah c'est pas tout pareil, là, 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 là. Mais en vrai, si tu regardes de loin, et bah, c'est Ouais. vraiment plus dommage. C'est comme l'océan, quand tu le regardes depuis l'orbite terrestre, ça a l'air parfaitement plat, et puis quand tu t'approches, il y a Ouais. des vagues, il y a de l'écume, il y a des gouttes, il y a des bulles. Voilà, exactement. Je crois que la Terre, elle est plus smooth, Lisse. lisse, elle est plus lisse qu'une boule de billard à Mm. l'échelle, un truc comme ça. C'est un truc de fou, même avec les montagnes, tout ça, tout ça. Alors, il y a Scroll TV qui dit: imaginons qu'une supernova se crée dans notre système solaire. Quelles seront les conséquences pour toutes les planètes et pour la Terre? Mort douloureuse, je pense on peut partir sur ça, mort douloureuse. Euh, donc les supernovas, elles sont très puissantes. Il n'y a pas de problème avec le système solaire. Notre soleil n'est pas assez massif. Mais oui, il y a énormément de radiation. Mais je pense que même les neutrinos, parce que le truc, c'est qu'avec les étoiles massives, donc le cœur qui s'effondre, il y a une émission de neutrinos très très forte. Les neutrinos, c'est des particules qui d'ailleurs nous traversent au moment où je vous parle. Des milliards de neutrinos qui viennent du Soleil nous traversent. Le truc, c'est que les neutrinos n'interagissent quasiment pas avec la matière en général. Mais quand il y en a autant que dans les supernovas, même s'il y a très peu de chances pour qu'un neutrino tout seul interagisse, et bah, avec le nombre de neutrinos qui sortent d'une supernova, et bah, ça vous ferait griller. Voilà. Donc on aurait mille et une façons de mourir si une supernova explosait à la place du Soleil. Donc voilà. Donc c'est bien de les regarder de loin. Voilà. D'accord. Alors justement, alors si j'ai bien compris, dis-moi si je me trompe, une supernova, admettons qu'une supernova explose au milieu, enfin qu'on fasse exploser le Soleil comme une supernova, ce qui a priori est pas du tout prévu parce qu'il est trop petit, mais si on avait une supernova au centre du système solaire, on ne détruirait pas forcément, on ne pulvériserait pas forcément toutes les planètes du système solaire, parce que si je me rappelle bien, les premières exoplanètes qui ont été trouvées, avant même Cygnus, c'est quand même des petits bouts de planètes qui tournaient autour d'un résidu de supernova, autour d'un pulsar. C'était autour d'un pulsar, ça c'est une très bonne question. Alors je sais plus quel est. D'ailleurs, enfin c'était le gros dilemme. Alors déjà, je vais répondre à la question d'Eric et puis après je passe à la tienne. Eric pose une très bonne question. Est-il possible d'avoir une supernova sur une étoile de 4 ou 5 milliards d'années, ce qui est le temps pour créer une civilisation? Alors non, pas une étoile, pas une supernova corps collapse, parce que une étoile de 8 fois la masse du Soleil finit sa vie en 30 millions d'années. Un truc comme ça. Donc c'est des étoiles qui vivent leur vie très très vite. Live fast, die young. Mais les étoiles, les naines, oui, ça prend vachement plus de temps. Ça prend des milliards d'années. Donc, mais plus que 4 ou 5. Donc, donc voilà. Et c'est une très bonne question, Eric. D'ailleurs, les étoiles massives sont pas forcément super hein, pour former une civilisation, parce qu'en général, il y a plein d'UV, c'est des radiations très mortelles, c'est pas très sympathique, tout ça, voilà. Donc, repassant au truc, Pierre, oui, c'est une très bonne remarque. Les premières exoplanètes qu'on a trouvées, la première exoplanète qu'on a trouvée, c'était autour d'un pulsar. Donc, je le rappelle, le pulsar, c'est une étoile à neutrons qui envoie des jets de lumière, des jets de radiation qui tournent très très vite.
Alors, c'était le truc à l'époque, c'est comment est-ce que c'est arrivé là ce machin? Parce que ça devrait pas être là. Tu devrais pas avoir une planète. Déjà, tu devrais pas avoir une planète aussi proche parce que bah, avant l'étoile, enfin l'étendue de l'étoile, elle est vachement plus loin que ça. Euh, et puis, comment ça a survécu à la supernova. Alors, je sais plus quel est le consensus. Euh, mais on voit ce genre de système où il y a où tu as des trucs qui devraient pas être là autour bah De résidus de supernova, de résidus, pas juste de supernova, mais d'étoiles. J'ai un pote d'étoiles. qui bosse sur les naines blanches qui sont polluées par des astéroïdes ou des bouts de planètes. Ils ont trouvé une naine blanche qui a été polluée par des morceaux, des morceaux de machin, dont la composition est très similaire à une planète. Une planète comme, comme enfin, pas comme Jupiter, mais comme la Terre, comme ça. Donc c'est ça la question, comment ce truc arrive là. Donc pour la naine blanche, l'idée, c'est que peut-être la planète a dérivé vers enfin, les outer parts. Euh, Loin vers je sais pas. Bref, alors c'est difficile, c'est intraduisible, c'est formidable. Soyez bilingues, les gens, comme ça, vous parlerez aucune langue comme pro. Non, donc la planète peut être très proche de l'étoile au début, mais comme l'étoile elle perd de la masse, et bah à cause de la gravité et du moment angulaire, et bah la planète va dériver plus loin de son étoile, du coup pourrait survivre. Et s'il y a plusieurs planètes, des trucs comme ça, et bah elles peuvent interagir, leur gravité peut interagir, et ça peut t'envoyer soit des astéroïdes, soit des planètes vers un résidu. Ces interactions planétaires, on sait que ça existe, ça s'appelle des résonances, et il y en a couramment dans le système solaire. Ces résonances, il y a des résonances entre Jupiter et Saturne. C'est d'ailleurs, je crois que c'est ça qui a empêché que Jupiter et Saturne viennent trop près du Soleil, parce qu'il y a plein de planètes géantes comme ça qui migrent vers leur étoile. Et ce genre de résonance, c'est aussi ce qui a empêché la ceinture d'astéroïdes de former une planète, parce qu'il y a assez de machins dans la ceinture d'astéroïdes pour former une planète à part entière, mais à cause je crois que c'est pas les résonances, c'est juste la gravité de les forces Jupiter, de marée, ouais. les forces de marée, ouais. Bref, mais bon, c'est des trucs qui existent dans plein de systèmes solaires et qui peuvent rester importants même après que l'étoile soit morte, tu vois. Donc de manière contre-intuitive, une supernova peut ne pas signifier obligatoirement la mort du système de planètes qui tournait initialement autour de l'étoile. Oui, donc les planètes vont pas forcément mourir, mais les trucs dessus, sûrement. Ah oui, La d'accord. roche ne meurt pas forcément, parce que le matériel, il est ténu, hein, c'est pas comme un mur, c'est du plasma qui est très chaud, voilà, qui a une vitesse très rapide, mais si la masse elle est répandue, c'est juste un gaz, bah ça va pas annihiler un rocher, tu vois ce que je veux dire, c'est juste que voilà. Il y a Encelade Bis qui dit un truc très intéressant, qui est vrai d'ailleurs. Il me semble qu'un jour avant Supernova 1987A, les Japonais ont détecté plein de flashs Cherenkov qui ont précédé la lumière visible. Donc, ce dont on parle ici, c'est des flashs, c'est des détections de neutrinos. Et oui, il y a eu des détections de neutrinos, pas que par les Japonais, mais par plein de détecteurs de neutrinos, à peu près 3 heures, je crois, avant 87A. Donc, le truc, c'est que c'est pas genre les neutrinos sont arrivés et les gens il y a une supernova, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Mais après l'explosion, après que ce soit apparu, les gens ont regardé leurs données et se sont rendus compte qu'il y avait un excès
Et oui, on a détecté les neutrinos de 1987A. Et c'est vachement intéressant. C'est la première supernova pour laquelle on ait réussi à avoir ces trucs-là. Tu vois, c'est incroyable. Et si on avait une supernova dans le système solaire, et bah, a priori, on pourrait détecter les neutrinos avant la lumière. Ah oui, ça, c'est un joli détecteur à neutrinos. Voilà. Et ça, c'est de l'eau, le truc sur lequel il flotte. Et les trucs ronds, là, sur le mur, c'est comme des gros... comment ça se... Tu sais, les trucs qui font de la lumière dans la maison. Les ampoules, c'est des grosses ampoules. C'est C'est comme des grosses ampoules, elles sont grosses comme as. Et c'est des photodétecteurs à l'ancienne. Hein. Ça, c'est un truc vraiment à l'ancienne. T'as un photon qui arrive qui collide. Oh. Bon, bref, interagit. Qui interagit, merci. Qui interagit avec le détecteur, ça crée des électrons. Un petit courant électrique. Et, voilà. Et du coup, ces trucs-là, ça peut détecter un photon, quoi. On avait parlé, hein, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, on avait parlé justement des neutrinos et des détecteurs de neutrinos avec Antoine de l'Institut de physique des deux infinis, qui justement nous avait parlé de ce genre de détecteur super Kamiokande avec ces dizaines de milliers de tonnes d'eau à l'intérieur dans lequel les neutrinos pouvaient de temps en temps faire un petit flash. Voilà. C'est vachement impressionnant. Justement, tiens, tant qu'on en parle, on parle des différents moyens de détecter une supernova. Donc tu nous as dit le moyen principal, c'est la lumière, hein, puisqu'elle émet de la lumière pendant des semaines, des mois. Donc on voit pendant quelque temps un point lumineux qui est apparu comme ça, donc lumière. Voilà, exactement. On a donc la lumière, on a les neutrinos, donc qui peuvent aussi précéder un petit peu et nous prévenir qu'une supernova arrive. Et puis on a aussi des nouveaux moyens d'étudier les supernovas. Parce que tu m'as donné une jolie petite image, je pense que ce serait dommage qu'on l'utilise pas celle-là. Voilà, donc ça en fait c'est pas une supernova, c'est une kilonova. Donc ça nous offre une autre Alors qu'est-ce que c'est la différence? Alors la kilonova, c'est une fusion soit d'étoiles à neutrons, soit de trous noirs. Ou bien un trou noir, une étoile à neutrons, tu fais ce que tu veux. Donc les supernovas peuvent aussi envoyer des ondes gravitationnelles, mais ça n'a pas été observé. Je pense qu'on n'a pas les bonnes fréquences encore, et puis c'est vachement moins fort. Du coup, voilà. Peut-être dans le futur, mais c'est pas encore accessible. Donc qu'est-ce qui se passe avec nos étoiles à neutrons et nos trous noirs? C'est quoi ces histoires d'ondes gravitationnelles? Donc une onde gravitationnelle, c'est un peu comme si tu envoyais un rocher sur un rocher, n'importe quoi, un petit caillou sur un lac, et tu vois les petites vaguelettes qui s'étendent sur le lac. C'est un peu ça l'idée, sauf que là, les vaguelettes sont créées par deux objets qui sont très très denses. Et qui tournent l'un autour de l'autre. Donc un objet très dense va déformer l'espace-temps vachement plus qu'un objet qui n'est pas très dense. Donc l'espace-temps est déformé par tout ce qui a de la masse. Donc par exemple le Soleil déforme un petit peu l'espace-temps autour de lui. C'est ça qui fait la gravité, c'est la théorie générale de gravité d'Einstein, tout ça. Voilà. Mais quand tu as un truc comme une étoile à neutrons ou un trou noir, et bah cette distorsion de l'espace-temps est vachement plus élevée. Et d'ailleurs, dans le cas du trou noir, tellement élevé que ça crée un puits tellement profond que même la lumière ne peut pas en sortir. Quand la lumière rentre dans ce puits, elle n'en ressort plus. Voilà. Donc, cette onde gravitationnelle s'étend et peut être détectée. Donc l'onde gravitationnelle, au début, tu peux pas l'entendre. Entendre entre guillemets, on utilise un peu les mots du son dans le domaine de l'onde gravitationnelle, parce que c'est des ondes qui se propagent un petit peu comme le son. C'est pas le même milieu, c'est pas le même truc, mais voilà, c'est l'analogie.
Mais le plus les étoiles sont proches, le plus rapidement elles orbitent l'une autour de l'autre. C'est une conservation de moments angulaires, c'est de la physique. Et du coup, la fréquence des ondes gravitationnelles augmente et leur amplitude, donc leur force augmente aussi. Et d'ailleurs, c'est ça qui force les deux objets à se rencontrer, c'est parce que ces ondes gravitationnelles, il faut qu'elles prennent de l'énergie quelque part. Et du coup, elles prennent de l'énergie de l'orbite des deux objets. Et du coup, ça force les objets à se rapprocher. Voilà. Donc, ces ondes gravitationnelles peuvent être détectées. Et donc, on les a détectées pour la première fois de façon directe. Donc, il y avait des preuves indirectes de leur existence depuis la fin des années 60. Mais on les a détectées directement en 2015. Et donc, on peut regarder, voir ce que ça... Ouais, LIGO, exactement. Je ne sais pas si tu peux me montrer l'image, Oui, Pierre. oui, Voilà. elle est là. Alors, elle est transparente, les trucs intelligents Ouais, de Wikipédia. ouais. Bref, tant pis. Mais vous voyez, donc sur l'échelle de gauche, l'échelle Y, c'est l'amplitude, et l'échelle X, c'est le temps pour les deux premiers panneaux. Donc à gauche, on a Livingston est à droite, et à gauche, c'est le deuxième. Donc LIGO a deux détecteurs en Amérique. Donc ça, c'est la première détection en 2015. Et le truc en bas, ça s'appelle le chirp en anglais, et c'est la fréquence sur l'axe de temps. Donc la fréquence augmente, c'est donc un peu comme le son, tu commences avec un son plus bas, et puis après tu augmentes, ça devient plus aigu, donc un peu comme ça, tu vois. D'accord. Et, et d'ailleurs, ça se voit ici parce que tu vois, la pic devient de plus en plus petite. Et ça c'est l'augmentation de la fréquence. Donc, les étoiles se rapprochent, les trous noirs, je devrais dire, se rapprochent, fusionnent, et puis après, ça se calme. Et voilà. Et ça, et donc la théorie, elle est sur le deuxième panneau. Le panneau tout en haut, c'est l'observation, c'est les vraies données, et le panneau juste en dessous, c'est la théorie. Et vous voyez, c'est incroyable comment ça marche, tu vois, c'est magique. Alors, Euh, attends, je vais te mettre le. J'en ai retrouvé un autre, voilà, avec toutes les ah, informations. formidable, Voilà. très bien. Je sais pas Hop. pourquoi quand je sauvegarde les trucs de Wikipédia, moi, Non, mais c'est ça me donne, la couche transparente du PNG, c'est fatal. Voilà, donc voilà, c'était Hanford à gauche Hanford et et Livingston. Livingston à droite. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec celle-là, c'est que euh, donc il y a une petite différence entre l'axe de temps de Hanford et Livingston. Donc je ne sais pas si elle y a ici, ou s'ils ont été rapprochés, peut-être, je ne sais plus. Toute petite différence de temps qui correspond à la vitesse de la lumière entre les deux détecteurs. Voilà. Donc c'est ce qui est logique, parce que les ondes gravitationnelles s'étendent à la vitesse de la lumière. D'accord. Et ça marche du tonnerre. Voilà. Donc ça, c'était la première observation directe des ondes gravitationnelles. Mais depuis, on a vu des trucs. Donc ça, c'est pas une kilonova, c'est juste des trous noirs et une onde gravitationnelle. La kilonova, c'est la lumière qui vient d'une fusion de deux étoiles à neutrons, ou bien d'une étoile à neutrons et d'un trou noir. Des fois, tu peux avoir de la lumière qui Tiens, vient de ça. je remets Donc, les deux. Voilà. ouais. Donc, l'onde gravitationnelle, ça vient de la gravité, et ça approche d'abord. Après, quand deux étoiles à neutrons fusionnent, il y a un deuxième truc qui se passe avant de voir la kilonova, c'est les rayons gamma. C'est un jet de rayons gamma qui peut être observé, mais ce jet, il est Collimaté. très directionnel, donc il est plutôt fin, et du coup, si tu n'es pas orienté de la bonne manière, et bah, tu vas pas forcément pouvoir le détecter. Ah merde, pardon. Mon téléphone qui me dit qu'il est l'heure de se réveiller, il est 7 heures du mat.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a ce jet de rayons gamma qui peut être observé et puis après, quelques heures, quelques jours, ça ne dure qu'à peu près une semaine, enfin, ça ne peut être visible que pendant à peu près une semaine ou 2. C'est, la lumière et cette lumière, visible, voilà, donc les rayons gamma, c'est de la lumière aussi, mais c'est pas du tout le même régime du tout. Cette lumière visible, elle vient de ce qui reste de neutrinos, de trucs comme ça qui se sont fait exploser quand les étoiles ont fusionné. Et c'est un super endroit pour faire des éléments vachement plus lourds que tu ne peux pas faire dans les supernovas ou dans d'autres étoiles, comme l'argent, le palladium, le platine, des trucs comme ça, qui sont très difficiles à faire dans d'autres environnements. Voilà, donc ces événements, ces fusions d'étoiles à neutrons, sont très importants pour l'enrichissement de l'univers et des éléments dont on a besoin pour faire les planètes, les gens et les gâteaux au chocolat. Quoique si Alors, tu as de l'or dans le gâteau au chocolat, tu vas peut-être mourir, mais c'est ça, Yo38 demande au hasard, hein, j'imagine qu'il a pris cet élément parfaitement au hasard. L'or, du coup, est-ce que tu sais s'il est plutôt créé dans les supernovas ou plutôt dans les événements cataclysmiques comme des collisions d'étoiles à neutrons? l'or, c'est plus les étoiles à neutrons. D'accord, D'ailleurs, on peut montrer, je t'ai donné la table des éléments. J'ai un tableau des éléments avec tout à où fait. est-ce que les trucs sont formés. Voilà. C'est un super graphique. Voilà. Et donc c'est en anglais, excusez-moi, hein. Donc Merging Neutron Star, je le dis bien en français, français dans le texte, c'est la collision des étoiles à neutrons. Et donc on voit que l'or, c'est quasiment tout des étoiles à neutrons. Pareil pour le platine et pour l'argent. Donc AU, c'est l'or. PT 78, c'est le platine. Ah merde, je le dis Non, pas de avec l'accent souci. anglais. AU, AU PT, 79, PT 78, AG 47 et PD 46. Donc PD, c'est palladium et c'est un peu moitié-moitié. Donc voilà. C'est très important pour les éléments qui sont plus lourds. Donc ces éléments vachement plus lourds, ils ont besoin d'un flux de neutrons de neutrons qui est vachement plus élevé que des éléments plus légers. Il faut balancer autant de neutrons possible pour que ça se mette dans l'atome avant qu'il fasse une réaction. Et puis après, ça, il y a des réactions nucléaires et ça te donne ces éléments dans le tableau. d'accord. Euh, Euh, et- alors, il y a Encelade Bis qui dit une question un peu hors sujet, c'est pas hors sujet. Quand on dit qu'un trou noir tourne, qu'est-ce qui tourne exactement? Le disque d'accrétion, la singularité? Alors, c'est une bonne question. Donc, les trous noirs n'ont pas tous de disque. Et du coup, c'est un peu difficile à s'imaginer, mais oui, c'est le moment angulaire. Donc, franchement, je sais pas comment donner une intuition comme ça parce que à ces niveaux-là, c'est vraiment des maths. C'est beaucoup de maths. Et, euh, et, euh, et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. Donc, il y a cette idée que c'est peut-être une singularité. Mais alors, corrige-moi si je me en vrai, on trompe. ne sait pas ce que c'est, quoi. Corrige-moi si je me trompe, donc de toute façon, s'il y a de la matière autour, forcément ça tourne autour, hein, c'est le disque Ah, d'accrétion, donc lui, forcément, absolument. de toute façon, il tourne. Et ensuite, quand un trou noir tourne, même si là on s'éloigne un petit peu du sujet, quand un trou noir tourne, si j'ai bien compris, le trou noir emporte même l'espace-temps avec lui. C'est-à-dire que quand tu es statique, c'est l'espace-temps lui-même qui va tourner aussi autour du trou noir, ce qui fait que tu bouges même si tu es à l'arrêt. Donc c'est vraiment une Oui, rotation d'ensemble. oui, En oui, fait, tout tourne en fait. c'est Même le une référentiel dans lequel tu es tourne. voilà, c'est une conservation de moment angulaire qui est très compliquée. Euh, Ce n'est pas la matière qui aspire qui tourne. Donc oui, donc comme disait Pierre, la matière qui aspirait tourne. C'est parce que ce serait très difficile d'avoir. C'est un peu comme. Ce serait un peu comme. Il faudrait viser vraiment dans le pas tourner autour d'un
autour d'un trou noir, parce que j'essaie de trouver des trucs qui peuvent m'aider. Alors, on va dire que ma souris, c'est un trou noir. Voilà, elle est noire, ça va marcher. Si on imagine ça en 2 dimensions, donc si on imagine l'espace-temps en 2 dimensions et que c'est un puits sans fond sous mon trou noir, qui est un puits qui est de forme circulaire, pas de la forme de la souris qui est très moche. Pour rentrer vraiment pile dedans, il faudrait viser sur le trou noir. Les trous noirs sont relativement petits, mais cette distorsion de l'espace-temps, elle est énorme autour du trou noir. Attends, j'ai fait un truc. Et du coup, si tu arrives avec un angle, et ben, tu vas passer à côté du trou noir, et puis tu vas être attiré sur le trou noir, donc ça va te ramener, et puis après tu vas peut-être tourner autour, et puis ça va te... C'est un peu comme la Lune autour de la Terre. C'est un peu comme être au bout d'une ficelle et se faire tourner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les trous noirs, je ne sais pas si on a vu l'image du trou noir qui est sorti en 2019. M87 C'est M87 que tu cherches? Alors attends, bouge pas. Voilà. Donc on voit un truc noir et puis autour il y a un cercle. Ce cercle orange, ce n'est pas forcément c'est le disque, c'est l'image du disque, mais ça ne veut pas dire que on regarde le trou noir du dessus. C'est comme ça qu'on va observer un trou noir, quelle que soit l'orientation. Et ça, c'est parce que la distorsion autour du trou noir est tellement forte que la lumière, des fois, elle fait des tours, elle fait plusieurs tours autour du trou noir avant de pouvoir s'échapper, quand elle peut s'échapper. Voilà. Si elle est un peu plus proche, elle tombe dans le trou noir et elle n'est jamais vue. Mais si la lumière est assez éloignée du trou noir pour pouvoir s'échapper, des fois, elle est et du coup, elle fait des tours de manège autour du trou noir avant de pouvoir s'échapper. Et du coup, on voit de la lumière de tous les angles. Voilà, c'est une distorsion tellement forte qu'on voit des images de tous les angles. Oula, j'ai mon logiciel qui n'accepte plus de nouvelles images. Je crois qu'il aime pas quand je lui rajoute en live des trucs. Bon, de toute façon, il est... Alors chez nous, 7h du soir, chez toi, 7h du matin, qu'on a déjà un petit peu dépassé. Juste une dernière petite question, et puis ensuite on va devoir se quitter. Donc là, tu nous as parlé des supernovas en général, comment elles se déclenchent, comment on les détecte, comment on les observe, etc. Toi en particulier, ton travail, si tu devais le résumer, ta thèse, tu sais, il y a en France métropolitaine, on a ce concours qui s'appelle Ma thèse en 3 minutes, où des thésards doivent arriver à résumer en 3 minutes tout le contenu de leur thèse. Quel était toi ton travail en particulier sur cette grande question des supernovas? Donc moi, mon travail en particulier, c'était de regarder la formation trois-dimensionnelle la géométrie des supernovas, mais quand elles sont jeunes. C'est juste un point dans le ciel, voilà, que tu n'as que 0 dimension. Comment est-ce que tu peux savoir quelle est la formation 3D de la supernova? Donc c'est un sujet qui a été étudié depuis à peu près 30 ans. Et moi, j'ai étudié de nouvelles supernovas avec cette technique qui est très compliquée. Ça s'appelle la spectropolarimétrie. Et donc, ce que j'ai trouvé, je regardais en particulier les étoiles qui venaient, les supernovas qui venaient des étoiles massives, mais pas juste les étoiles massives qui ont perdu de la matière autour d'elles. Et ces étoiles sont très, très asymétriques, et pas seulement axisymétriques, comme on a dit. Il y a plein de distorsions de cette axisymétrie dans l'enveloppe de la supernova elle-même. Donc il y a des poches où c'est principalement du calcium. Des fois, le calcium, il n'est pas à la bonne place, tout ça. Et ça représente la complexité de l'explosion de la supernova. Et après, dans le futur, parce que moi, je suis une observatrice, j'étais une observatrice dans ce domaine-là, j'ai fait l'analyse des observations. Après, il faut que les théoriciens prennent des modèles, fassent des modèles pour pouvoir reconstruire la géométrie exacte de la supernova. Moi, je l'ai fait avec des cartoons, mais eux, après, ils peuvent le faire dans des ordinateurs, peut-être même en 3 dimensions.
D'accord. Donc évidemment, tout ça, c'est une histoire qui est loin d'être terminée. C'est-à-dire que tu as apporté ta pierre à l'édifice, mais les supernovas, ça fait plus d'un siècle qu'on les étudie, et on est d'accord sur le fait qu'on est très très loin d'avoir encore tout compris sur les supernovas. Ah, exactement, hein, les supernovas, c'est difficile de les faire exploser, même. Les gens ont du mal à les faire dans les ordinateurs. Genre, on sait qu'elles explosent puisqu'on les voit, mais dans les ordinateurs, elles explosent pas. C'est un léger problème. Va falloir essayer. C'est assez problématique, hein, il C'est faut régler ça quand même. c'est ça, d'accord. Bien, bah, écoute, en tout cas, Héloïse, merci beaucoup. Déjà de t'être levée aussitôt pour être avec nous. Bah, Euh, merci mer- de m'avoir invité, c'était génial. Merci de ta participation, merci de ton enthousiasme. Voilà, il y a plein de gens qui disaient si j'avais eu un prof de physique comme toi, ça aurait été fantastique. Oh, Euh, merci tout le monde. Merci pour les questions, elles étaient vraiment super. Effectivement, il y a des très très bonnes questions, hein. Vraiment, on a un très bon public. Ça, j'avoue qu'on a, Ouais. on a de la chance. Merci à tous, vous qui étiez donc dans le chat ce soir avec nous. C'est toujours évidemment un plaisir de vous retrouver. Juste, je vous rappelle donc pour la suite de la semaine. Cette semaine, vous retrouverez Camille, donc ma collègue, à la fois mercredi et vendredi. Mercredi, Camille nous ramènera une dernière fois dans ce jeu qui a été développé en partenariat avec l'ESA, qui simule la course à l'espace. Voilà. Et puis vendredi, eh bien, c'est Camille à 18h qui invitera une nouvelle youtubeuse. Alors comme je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait décidé, je ne sais pas si j'ai le droit encore de vous le dire, donc je garde encore le secret, mais n'hésitez pas à venir vendredi pour discuter encore d'espace avec nous et avec une nouvelle vidéaste. Voilà. Euh, Merci donc à tous, merci Héloïse, et puis on se retrouve normalement si tout va bien et si la technique veut bien ne pas nous lâcher une minute avant le live. On se retrouve donc la semaine prochaine, lundi, avec Eric, qui d'ici là aura réglé ses problèmes d'internet. Voilà. Merci beaucoup à tous, et puis à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.